Bonjour, donc dans cette capsule, on va vous parler du contrat de vente. C'est une fois là qu'on a vendu nos produits, on a trouvé des acheteurs. C'est important de penser aux aspects légaux et le bien définir son contrat de vente est important. Donc, ce qu'on va faire, les objectifs de la capsule, donc définir le contrat de vente et plus précisément, définir le contrat en général et plus précisément le contrat de vente. Définir les obligations des parties dans un contrat de vente, définir ce que doit contenir un contrat de vente, définir les différentes modalités de vente, comprendre la loi sur la protection du consommateur et explorer les règles en lien avec l'achat en ligne. Donc, qu'est-ce qu'un contrat? Un contrat, donc, peut avoir plusieurs formes. Si on regarde l'article 1385 du Code civil, on dit le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige en outre le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à la formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il est une cause ou un objet. Donc, un contrat, c'est une entente entre deux parties, deux personnes souvent. Ça peut être écrit, ça peut être verbal. Donc, la forme peut prendre différentes formes. Dans certains cas, la loi exige que le contrat soit écrit. Par exemple, un contrat de mariage doit être notarié, un contrat pour la vente, pour une hypothèque, par exemple, doit être également notarié. Mais, par exemple, pour vendre une automobile, on n'a pas besoin d'un contrat écrit, ça peut se faire un contrat verbal. Si c'est pas défini dans la loi spécifiquement, on n'a pas besoin d'un contrat écrit. C'est verbal, le verbal est satisfaisant. Il s'agit juste que les deux aient clarifié et soient consentants de vendre. De transférer la propriété d'une personne à une autre. Pourquoi donc c'est préférable que ce soit écrit? Ben c'est pour laisser des traces. Si c'est seulement verbal, ben la parole de l'un vaut la parole de l'autre en fait. Qui dit vrai, ça va être difficile. Donc si c'est écrit, on va savoir plus précisément s'il y a des conflits par après, ben on peut retourner au contrat. Peut-être aller en cours si c'est nécessaire, pour clarifier les modalités de la vente, pour voir si, par exemple, il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait, ben est-ce qu'on peut rembourser, par exemple, tout ça. Donc, c'est important. Habituellement, on écrit nos contrats. Contrat de vente, plus spécifiquement, donc c'est un contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix que cette dernière s'oblige à payer. Donc, on transfère un bien d'une personne à une autre, puis en contrepartie, il y a de l'argent qui est donné. Sinon, s'il y avait pas d'argent de donner, mais ça serait un don plutôt qu'une vente. Ça n'aurait pas la même valeur même valeur légale. Il y a une différence entre un contrat civil et un contrat utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. Donc, un contrat civil, c'est deux particuliers, par exemple, qui échangent, un particulier qui vend sa voiture à un autre particulier. Donc, cadre personnel. Le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est juste de vendre son bien que j'ai plus besoin ou je veux m'acheter une nouvelle voiture. Donc, c'est pas d'en faire une entreprise. Le contrat dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, ben, ça vise à générer un revenu. Si, par exemple, maintenant, j'achète des voitures, puis je les vends comme un concessionnaire, par exemple. Mais là, à ce moment-là, c'est plus seulement un contrat civil, c'est un contrat dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. Donc, dans ce cas-là, ça vient avec davantage d'obligations pour le vendeur. Dans le contrat civil, les obligations sont égales entre l'acheteur et le vendeur, mais dans le contrat d'exploitation d'entreprise, il y a plus d'obligations pour le vendeur. Donc, un exemple de contrat, un contrat de vente peut être bien simple. Par exemple, je suis signé Mathieu Lima, je vends mon automobile de marque Mazda 3 2012 à Jean-François Archambault pour la somme de 14 500. Signature en bas. Donc, on fait juste une description du bien à vendre.
On indique qui est l'acheteur, qui est le vendeur, puis la somme à payer. Il n'y a même aucune modalité. On devrait toujours mettre également une date puis un lieu de la signature de contrat. C'est important parce qu'après, s'il y a un litige, ben si on a le lieu où le contrat a été signé, on peut savoir à quelle cour on peut aller. Donc, c'est important toujours d'avoir un lieu, une date. À la suite d'un contrat de vente, donc il y a des obligations du vendeur, il y a des obligations de l'acheteur. Premièrement, le vendeur a une obligation de délivrance. Délivrance, ça veut dire rendre accessible le bien. Ça peut être, je vais te le livrer chez vous, mais ça peut être, tu viendras le chercher chez nous. Donc, il y a pas la modalité de transport est pas définie là, si on l'a pas spécifié, mais on doit le rendre accessible à l'acheteur. Après ça, il y a une certaine garantie qu'on appelle une garantie de droit de propriété. Si je te vends quelque chose, ben je garantis que moi j'en ai la propriété, donc je peux te le vendre. S'il appartient à quelqu'un d'autre, ben là, il y a un problème. Je peux pas vendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, à moins d'avoir une entente avec cette personne-là. Puis je garantis la qualité du bien. Donc c'est une garantie légale, c'est un minimum de quoi on s'attend d'un certain bien qu'on achète. L'obligation de l'acheteur, lui, de prendre la livraison. Donc, s'il faut aller le chercher, ben d'aller le chercher. En fait, c'est son obligation. Si, par exemple, je te le livre, ben quand même d'être là pour prendre le bien, en fait, d'en prendre la réception. Payer le prix qui est indiqué dans le contrat. Payer les frais de l'acte de vente. En fait, l'acte de vente, normalement, est à la charge de l'acheteur, à moins d'indications contraires. Puis, si le vendeur fait crédit, ben payer les intérêts là, auxquels on s'est entendu au niveau de la vente. Il y a diverses modalités de vente, par exemple une vente aux enchères, vente à l'essai, vente en consignation, qui s'utilise souvent là, dans les questions d'artisanat ou de petite production, vente d'immeubles, vente avec faculté de rachat, vente à terme, vente à tempérament, vente électronique ou en ligne. Donc, dépendamment de la modalité de vente, il y a différentes obligations là, qui viennent avec ça, différentes modalités. Bon, normalement, dans un contrat de vente, qu'est-ce qu'on devrait mettre? Donc, la date et le lieu de la signature, le nom du ou des acheteurs, le nom du ou des vendeurs, la description du bien vendu, une quantité puis un prix à laquelle on vend, les modalités de délivrance et de paiement, donc comment le produit va être délivré, comment tu dois payer en versement tout de suite sur réception ou à terme, les responsabilités de chacune des parties, donc qui a la responsabilité du transport, qui a la responsabilité de payer les taxes, qu'est-ce qui est inclus dans ce prix de vente-là, qu'est-ce qui est exclu, par exemple, est-ce qu'il y a des extras à payer, est-ce que les taxes sont inclus, modalité d'échange ou de remboursement, si je suis pas satisfait, est-ce que je peux me faire rembourser? Donc, normalement, souvent, on met ça en bas, là, le vendeur va mettre ça en bas par exemple, de la facture. La facture est une forme de contrat, en fait, c'est un contrat qui est un peu tacite, mais indique là, les modalités quand on vend quelque chose. La signature des deux parties, donc c'est important de signifier le consentement. Donc, quand on vend des choses, on fait signer les deux parties. C'est sûr que si je vends un particulier en magasin, j'ai pas besoin de faire. S'il m'achète une petite quantité de produits, pas besoin de signer un contrat. Je pense que la facture va faire foi là de ce qu'on a vendu. À ce moment-là, pas besoin. Mais si, par exemple, je fais un contrat de livraison avec un distributeur, par exemple, où je livre beaucoup de quantité de produits, à ce moment-là, c'est mieux de mettre ça par écrit. Donc, parce que là, il y a des gros montants, il y a énormément là de choses à discuter, les modalités à définir. Donc, c'est là qu'on devrait faire des contrats. Quand il y a du crédit également, on devrait faire un contrat. La vente en consignation, en consigne, en fait, je disais, c'est souvent le cas dans les produits artisanaux.
par exemple, vous allez chez un détaillant, le détaillant connaît pas beaucoup votre produit, donc veut vous mettre à l'essai, donc vous lui proposez, tu me payeras seulement quand tu auras vendu mes produits. Donc c'est possible. Habituellement on essaie toujours, quand on vend nos produits, de le faire acheter par le détaillant, parce que sinon c'est nous qui assumons le risque là, de l'inventaire et les coûts qui vont avec ça. Par contre, si c'est pas possible, des fois, moi j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient de la consigne parce que il était pas assez connu, il n'y avait pas une assez grande notoriété pour que le client leur achète le produit. Donc à ce moment-là, le détaillant va mettre sur les tablettes vos produits, va les vendre, puis une fois que ça va être vendu, ben va vous donner votre argent, en fait. Donc à ce moment-là, donc le consignataire qui est le détaillant. Donc le consignateur, c'est la personne qui laisse les biens et le consignataire, c'est le détaillant qui prend les biens. Donc le consignataire doit garder les biens des produits marchandises avec diligence, voire les protéger. Doit garder ceux-ci distincts de son propre inventaire de telle sorte que le public puisse les identifier comme étant la propriété du consignateur. Devrait être sur une tablette identifiée là, à votre nom. Il doit conserver une liste distincte de la sienne des factures à recevoir concernant ses biens et produits ou marchandises. Il doit communiquer un rapport régulier des ventes au consignateur. Ne pas payer ce dernier tant que les biens n'ont pas été vendus. Donc, il y a le consignateur, il y a des droits aussi, recevoir une commission, une ristourne sur la vente, d'être dédommagé pour les coûts engagés pour conserver les biens. Il peut engager le consignateur, il peut vendre des biens à crédit à moins que ça soit bien spécifique dans le contrat qu'il n'y a pas le droit. Il y a également, pour les commerçants qui font commerce, qui ont pignon sur rue, il y a la loi sur la protection du consommateur. Donc, c'est quand un particulier va acheter chez un commerçant, quelqu'un qui fait le commerce comme travail régulier, en fait, la loi sur la protection des consommateurs s'applique. Quand c'est moi qui vends mes petits pots artisanaux à ma cousine, ben c'est pas la loi sur la protection du consommateur s'applique pas, c'est particulier à particulier. Maintenant, c'est commerce à particulier. Là, la loi de la protection du consommateur s'applique. Son but, c'est de protéger les particuliers qui achètent chez un commerçant. Le consommateur peut faire une plainte à l'Office de la protection du consommateur quand un commerçant respecte pas la loi. Il y a plusieurs choses il y a plusieurs normes là, règles que le commerçant doit respecter, comme l'affichage des prix. Après ça, la garantie légale, le remboursement dans de quelques jours. En fait, dépendamment des cas, là, si c'est du périssable ou non, mais dans certains cas, il y a une obligation de rembourser le client qui n'est pas satisfait. Il y a plusieurs choses. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller cliquer sur le lien ici et regarder là. Donc, on explique, c'est sur le site de l'Office de la protection du consommateur. Ça parle de l'alimentation et de l'épicerie. Ça parle des notions spécifiques à ce secteur d'activité-là. Donc, on explique par exemple comment les prix des produits alimentaires doivent-ils être étiquetés, quelles sont les pratiques publicitaires interdites dans l'alimentation, qu'est-ce qui est important de prendre en compte lorsqu'on fait une publicité sur un solde. Donc, c'est intéressant, ça va répondre à certaines de vos questions si vous voulez devenir un commerçant de vos produits. L'achat en ligne, il y en a beaucoup qui m'ont démontré un intérêt sur l'achat en ligne. 2 articles d'Éducaloi, qui est un site sur la loi au Québec. 2 articles sur l'achat en ligne, les précautions à prendre, puis les modalités d'annulation et de remboursement. Donc, on va répondre par exemple aux questions suivantes. Quelles informations doivent être inscrites dans une offre de produit en ligne? Quelles autres obligations a le vendeur quand il vend en ligne? Donc, je vous invite à aller regarder ces sites-là pour en savoir davantage sur l'achat en ligne.